Les stéroïdes, un mot qui fait souvent un peu peur, n'est-ce pas? Pourtant, en médecine vétérinaire, les glucocorticoïdes, c'est leur nom savant, sont des outils incroyablement utiles. Sauf que voilà, un chien n'est pas un chat, et la façon dont ils réagissent à ces traitements peut être radicalement différente. Alors comment s'y retrouver? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà la question qui nous guide aujourd'hui. Elle peut paraître un peu technique, mais la réponse, elle, est super concrète. Et la connaître, ça peut vraiment tout changer. Que l'on soit un pro de la santé animale ou tout simplement quelqu'un qui veut le meilleur pour son compagnon à quatre pattes. Ok, alors avant de plonger dans ce qui différencie nos amis les chiens et les chats, mettons-nous d'accord sur la base. Quels sont les effets secondaires qu'on peut retrouver chez les deux? C'est un peu notre tronc commun si on veut. Bon, la liste peut sembler un peu impressionnante, je l'admets, mais pas de panique. On va surtout se focaliser sur les 3 premiers termes. On les appelle souvent le trio des 3 P. Polyphagie, polydipsie, polyurie. Ça sonne compliqué, mais vous allez voir, derrière ces mots se cachent des choses très très simples à observer. Le premier P, c'est la polyphagie. En gros, c'est une fin de tous les diables. C'est souvent le signe qui alerte en premier. L'animal, qui était plutôt du genre à picorer, se transforme soudain en un aspirateur à croquettes. Il réclame tout le temps, il a l'air affamé en permanence, bref, il a un appétit démesuré. On passe au deuxième P, la polydipsie. Là, c'est la soif qui devient, insatiable. La gamelle d'eau se vide à une vitesse folle, il faut la remplir sans arrêt. L'animal passe son temps à boire, beaucoup plus que d'habitude. Et bien sûr, ce qui entre doit bien sortir, ce qui nous amène tout logiquement à la suite. Et voilà notre troisième P, la polyurie. C'est la conséquence directe du précédent. L'animal boit plus, donc il urine plus. Beaucoup plus. Ça peut se traduire par des sorties plus fréquentes ou, des petits accidents dans la maison. Donc pour résumer, ce fameux trio faim, soif, pipi, c'est vraiment le signe d'appel numéro 1, celui qu'on observe chez les 2 espèces. Bon, maintenant qu'on a vu la base commune, parlons spécifiquement des chiens. Parce que oui, ils peuvent avoir le fameux trio des P, mais il y a d'autres signes qui sont, disons, beaucoup plus typiques chez eux. Chez le chien, souvent ça se voit, vraiment. Le signe le plus classique, c'est ce qu'on appelle l'aspect peau-bélide, ou l'apparence bedonnante. Attention, ce n'est pas juste qu'il a grossi, c'est plus complexe. Les muscles du ventre fondent, la graisse change de place, et hop, on a ce petit ventre qui pend. On ajoute à ça un chien qui allaite beaucoup, même au repos, qui se fatigue vite en balade, et parfois des soucis de peau, comme des points noirs ou même des dépôts de calcaire. Voilà le portrait robot typique. Allez, on passe aux chats. Et là, on change complètement de registre. On entend souvent dire que les chats sont plus costauds face aux stéroïdes, et il y a du vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Au contraire, ils ont des réactions bien à eux, des choses qu'on ne voit quasiment jamais chez un chien. Le premier truc est assez étonnant. C'est purement visuel. Regardez bien les oreilles du chat. La pointe, le pavillon, peut se mettre à s'enrouler, à se courber vers l'intérieur. C'est vraiment une signature de ce traitement chez le chat, un signe super spécifique et, avouons-le, assez bizarre. Le deuxième effet, par contre, est beaucoup moins anodin. On parle du syndrome de fragilité cutanée. Et là, le mot fragilité est faible. La peau devient tellement fine, tellement délicate, qu'elle peut se déchirer au moindre contact. Rien qu'en le caressant un peu fort ou en le manipulant. C'est une complication vraiment sérieuse qu'il faut avoir à l'œil. Et enfin, il y a une troisième possibilité qu'on se doit de mentionner, c'est le risque de déclencher une insuffisance cardiaque. Ça fait peur, et c'est normal. Mais, et c'est un mais très important, il faut tout de suite mettre un bémol. Voilà ce que disent les études, et c'est crucial de le noter. Le lien entre les stéroïdes et les problèmes de cœur chez le chat, il est faible, très faible. Donc oui, c'est un risque qui existe en théorie, on le garde dans un coin de la tête, mais il ne faut surtout pas en faire une généralité. La preuve scientifique solide, pour l'instant, on ne l'a pas. Alors, pourquoi est-ce si important de connaître tout ça? On pourrait se dire que ce sont des détails, mais non, pas du tout. C'est même la clé. Savoir quel signe chercher chez quelle espèce, ça change absolument tout pour la surveillance de l'animal et pour la qualité des soins. Ce tableau, c'est un peu le résumé parfait de tout ce qu'on vient de se dire. D'un côté, le chien, avec son look bedonnant, son allaitement, ses soucis de peau. Et de l'autre, le chat, avec ses réactions bien plus étranges, les oreilles qui se courbent, la peau qui devient fragile. Mettre les deux côte à côte comme ça aide vraiment à imprimer les différences. C'est limpide. Au final, c'est ça le message principal. Comprendre ces spécificités, ce n'est pas juste de la culture générale vétérinaire, c'est un outil concret. Un outil qui permet d'être plus réactif, d'ajuster une dose si besoin, et surtout, d'assurer le bien-être de l'animal pendant son traitement. Et ça nous laisse avec cette question finale pour la route. Maintenant qu'on a ces infos en main, comment est-ce que ça transforme concrètement les choses? À la maison, comment ça change notre façon d'observer notre animal? Et en clinique, comment ça affine le diagnostic? C'est une bonne réflexion à avoir parce que c'est exactement là que la théorie se transforme en pratique et que le savoir peut vraiment faire une différence. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.